Édouard, merci d'accepter cette interview, puisque la situation en Ukraine a évolué depuis notre dernier entretien sur YouTube. Et il y a eu notamment un événement majeur qui a été le retrait russe de Kherson. Alors tu vas peut-être nous dire si selon toi c'est un événement majeur ou pas, puisqu'il est soumis à de nombreuses interprétations. Et je voulais que tu nous fasses au moins le point, puisque je sais que tu as des positions qu'on va évoquer sur la stratégie russe, sur l'évolution en Ukraine, mais je voulais que tu fasses le point sur les différentes explications existantes sur ce qui s'est passé à Kherson et le pourquoi les Russes ont quitté Kherson. Alors, d'abord, effectivement, il faut dire qu'il y a eu tout de suite différentes explications, aussi bien du côté occidental que du côté russe, d'ailleurs, puisqu'il y a une petite frange de l'opinion russe qui a considéré que c'était une défaite, comme un certain nombre d'observateurs occidentaux ont crié à la défaite russe, même certains disant une défaite russe majeure. En fait, ce qui est étonnant par la même occasion, c'est que il n'y a pas eu, par exemple dans les états-majors de l'OTAN, il n'y a pas eu le même enthousiasme qu'il y avait eu lors de l'offensive dans la région de Kharkov début septembre. Et on a même eu une position très prudente de l'armée ukrainienne qui a attendu, qui non seulement n'a pas attaqué l'armée russe pendant le retrait, mais qui a attendu un jour et demi pour avancer prudemment, croyant à un piège. Alors c'est la deuxième théorie qui a circulé. On y reviendra parce que les Russes ont une certaine histoire pour tendre des pièges à leurs adversaires en battant en retraite. On connaît tous Moscou, l'incendie de Moscou, et Napoléon qui s'en est mal tiré alors qu'il était entré dans Moscou. Donc on a cru à ça, alors avec des sous-théories, il y a ceux qui ont dit c'est carrément se retirer pour ensuite faire une attaque nucléaire tactique. D'autres qui ont dit c'est simplement pour pouvoir bombarder l'armée ukrainienne qui aurait avancé imprudemment. Moi je pense que la réalité est plus proche du fait que quand il a pris la tête de l'armée russe en Ukraine après le retrait d'Izium et de Liman, le général Surovikin a annoncé qu'il y aurait sans doute une décision difficile à prendre concernant Kherson. Alors pendant un mois, on a beaucoup spéculé, mais la population de Kherson a été invitée à quitter la ville de Kherson, donc sur la rive droite du Dniepr. Et après ça, en soi, il n'était pas très surprenant d'avoir, au bout du compte, une décision de retrait, puisqu'elle avait été préparée. On a même quelque chose d'assez étonnant, c'est que normalement, quand une armée bat en retraite de manière un peu précipitée, elle n'annonce pas qu'elle bat en retraite, elle le fait. Alors que là, le général Surovikin a annoncé qu'il le faisait, et pendant 2 jours, il n'y a pas eu d'attaque. On y reviendra, ça donne lieu à des spéculations sur d'éventuelles négociations. Ça, c'est un autre bout de théorie. Mais remarquons simplement que l'armée russe s'est repliée en bon ordre, et qu'elle s'est installée de l'autre côté du Dniepr, sur la rive gauche, où elle était déjà, mais elle consolide sa ligne de défense, et elle considère le Dniepr maintenant comme une frontière naturelle qui permet une défense efficace, au lieu d'avoir des troupes exposées sur la rive droite, avec des tas de problèmes d'approvisionnement logistique et vraisemblablement des pertes élevées, puisque les Ukrainiens auraient continué à attaquer comme ils l'avaient fait les semaines précédentes. Alors une fois qu'on a dit ça, se pose la question d'abord de la perte de prestige. Effectivement, c'est comme ça que ça a été ressenti de différents côtés. Et puis se pose aussi la question de savoir, quand on commence à reculer, est-ce qu'on va reculer encore plus ? Est-ce que la ligne, finalement, elle sera tenue ? D'autant plus que Kherson fait partie, selon les Russes, aujourd'hui du territoire de la Russie, puisque c'est inclus dans le référendum d'il y a quelques semaines. Donc à partir de là se pose toute une série de questions qui ne sont pas encore clarifiées, sauf à accepter la thèse que défend le général Surovikin lui-même,
à savoir que c'est purement tactique et c'est pour avoir une ligne de défense unifiée et ne pas engager trop de troupes à cet endroit-là. Parallèlement, on en reparlera peut-être, on remarque que, au contraire, les troupes russes sont à l'offensive dans le Donbass pour continuer à démanteler les forteresses ukrainiennes installées depuis 8 ans. Donc il est sans doute raisonnable de dire que le bilan militaire de ces dernières semaines, en tout cas pour ce qui est de la bataille au sol, est mitigé. Il n'y a pas de défaite russe unilatérale. Il n'y a pas de victoire ukrainienne éclatante. Au contraire, les Russes ont reculé à Kherson, mais ils avancent dans le Donbass. Ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec les questions militaires, c'est que le Dniepr est un fleuve extrêmement large. Surtout à cet endroit-là, oui. Et que d'une certaine façon, il constitue une barrière naturelle derrière laquelle les Russes peuvent se retrancher, en quelque sorte. On n'est pas loin de l'embouchure, donc c'est l'endroit où le Dniepr est très large. Le Dniepr est un fleuve qui ressemble beaucoup au Rhône. Il est même plus large à son embouchure. Donc effectivement, c'est une défense naturelle. Et d'ailleurs, les Russes, repliés sur la rive gauche, ont tout de suite commencé à établir des points de fortification. Alors, tu l'as évoqué, certains ont dit dans les théories ou les explications, ce retrait qui a été un peu impromptu, certains ont dit c'est parce que ça fait partie d'un plan d'armistice qui est en cours de négociation en coulisses, notamment entre les Russes et les Américains. On a parlé de discussions en Turquie, même si les Américains ont dit il y a des discussions, mais ce n'est en rien pour faire une paix séparée, etc. Est-ce qu'on peut penser que derrière la comédie, les écrans de fumée dressés par Zelensky, il y a la recherche d'un armistice et d'un accord de sortie de guerre entre les Russes et les Américains, puisqu'on peut le dire aujourd'hui, clairement, l'Ukraine est un champ de bataille entre la Russie et les États-Unis et pas entre la Russie et l'Ukraine. Oui, alors, effectivement, étant donné que l'armée russe n'a pas été attaquée, les unités qui se retiraient de Kherson n'ont pas été attaquées, on a tout de suite spéculé. Alors, premièrement, il faut rappeler, et je décris ça de manière très, très neutre et objective, que l'armée de l'air ukrainienne est très amoindrie. Elle n'avait pas vraiment les moyens d'intervenir sans avoir une riposte russe immédiate. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu certes des assauts répétés pour essayer de repousser les Russes, mais en fait ces assauts avaient peu pénétré et il y a un chiffre qui circule, qui semble avoir été confirmé du côté ukrainien. Il y aurait eu presque 10 000 morts du côté ukrainien dans ces assauts répétés sur la région de Kherson. Donc en fait, les troupes n'étaient sans doute pas suffisantes. Malgré tout, on aurait pu imaginer que l'occasion soit exploitée. On dit que l'OTAN est à la manœuvre pour les décisions des grandes options stratégiques. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas en profiter pour humilier l'armée russe? D'où la spéculation qui correspond à un fait, c'est qu'effectivement, depuis un petit mois, il y a de plus en plus de voix du côté américain pour prôner des négociations. Et le meilleur exemple, c'est que hier encore, le chef d'état-major de l'armée américaine, c'est pas n'importe qui, le général Mark Milley, a dit, en termes assez contournés, que les Ukrainiens devaient s'habituer à l'idée qu'on ne chasserait pas les Russes de toute l'Ukraine. C'est dit en termes très indirects, mais ça veut dire que les États-Unis qui pouvaient penser encore avant l'été qu'à un moment ou un autre il y aurait un effondrement russe, là n'y croient plus. Donc il y a un camp aux États-Unis de réalistes, de pragmatiques. Il semble que ce camp soit assez bien représenté au Pentagone. Les militaires connaissent peut-être la guerre mieux que d'autres et ils ont le sentiment que l'armée russe a marqué des points derrière les apparences, par exemple la guerre des drones. Les drones russes, certains disent que ce sont des drones iraniens, d'autres que ce sont des drones russes qui sont adaptés d'un modèle originel iranien. Ces drones russes ont fait de gros dégâts, pas simplement sur les infrastructures électriques.
en même temps que les missiles, ça on en a parlé, mais aussi sur un certain nombre de centres de commandement et de centres logistiques de l'armée ukrainienne. Donc il y a l'idée qu'il vaudrait mieux s'arrêter maintenant, parce que si la guerre dure, et si, comme le pense l'état-major américain, les Russes résistent militairement malgré tout, on pourrait se retrouver dans une situation où l'ensemble des gains russes actuels devraient être entérinés par la négociation, voire, disent certains, peut-être on perdrait Kharkov, on perdrait peut-être Odessa. Parce que plus la guerre dure, plus les Russes pourraient avoir l'idée d'une contre-offensive. Alors en face de ça, il y a un clan qui est plus politique, qu'on connaît bien, ce sont nos amis néoconservateurs, qui ont une approche purement politique. On la trouvait déjà à la fin des années 90 dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, même si Brzezinski était modéré dans la formulation par rapport à ce qu'on lit sur certains sites internet à Washington aujourd'hui. Et il y a toujours ce rêve de renverser Poutine et à terme, de revenir aux années 1990 pour reprendre la main sur l'économie russe. On considère que c'est une aberration, le fait que la Russie, depuis 20 ans, se soit fermée aux capitaux occidentaux comme elle l'a fait. Bon. Et donc, il y a ces deux clans. Et d'après ce qu'on peut lire ces jours-ci dans les médias américains, il semble que la bataille fasse rage pour gagner la faveur de Biden et de son entourage. On a vu avec l'épisode du missile, qui est missile ukrainien tombé en Pologne et qui a fait quelques victimes, on a vu qu'effectivement, apparemment pour l'instant, aux États-Unis, ce sont les pragmatiques qui l'emportent. Ils n'ont pas souhaité l'escalade, alors même que le gouvernement polonais poussait un peu à ça au départ, alors que Zelensky a continué toute une partie de la journée d'hier à dire que c'était bien un missile russe. Mais on sait bien qu'en même temps, maintenant que les élections sont passées, il peut se passer beaucoup de choses aux États-Unis. Alors y aura-t-il une répartition des rôles entre les républicains et les démocrates, les républicains étant plus offensifs pour réclamer un audit des livraisons d'armes, ce genre de choses. Les démocrates continuant à dire non, on va rester dans la guerre, mais à certaines conditions. Alors, ça nourrit beaucoup de spéculations, parce qu'effectivement, il y a eu une rencontre à Istanbul entre les responsables des services secrets, CIA et c'était Narishkin du côté russe. De quoi ont-ils parlé ? Officiellement, ils n'ont pas parlé de négociations de paix, ils ont parlé des questions posées par ce secret inavouable qu'il y a des Américains qui ont été faits prisonniers lors des combats, alors des mercenaires, des volontaires, on les appelle comme on veut, mais comment les Russes les rendent-ils éventuellement ? C'est ça le sujet. Mais on a vu lors du G20 à Bali, on a vu que y avait que la Chine était très courtisée par l'Union européenne pour s'entremettre, on lui demandait de s'entremettre auprès de la Russie, approche assez indirecte là aussi. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses et ça nourrit les spéculations selon lesquelles finalement le retrait de Kherson aurait pu être un élément de négociation. Après tout, c'est comme ça que les Russes avaient présenté leur retrait de Kiev fin mars, en disant on est prêt à négocier, regardez, on est de bonne volonté. Pour ma part, je suis un peu sceptique parce que je pense qu'on a un changement radical par rapport au printemps. Au printemps, on pouvait penser que la Russie avait intérêt à ce que la guerre se termine vite. À présent, je pense de plus en plus que la Russie a intérêt à faire durer la guerre pour une raison simple, c'est que un engagement d'une telle envergure sans avoir installé la souveraineté russe sur Kharkov et sur Odessa, ça reviendrait à une semi-défaite vu les risques que Poutine a pris en se lançant dans cette opération le 24 février. Donc je pense qu'on va plutôt assister à des semi-négociations, les uns et les autres se testant, mais que ça va durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et en attendant qu'il y ait sur le terrain, sans doute, quelques batailles décisives, qui peuvent d'ailleurs tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, on en parle souvent, la guerre c'est toujours incertain, mais effectivement, les Russes se disent maintenant que, vu le taux d'attrition de l'armée ukrainienne,
les Américains ont parlé de 100 000 morts ukrainiens, alors que jusque-là, ce chiffre était tabou. Et de 100 000 morts russes. Et de 100 000 morts russes. Mais quand bien même ce chiffre serait vrai du côté russe, je pense qu'il est exagéré, mais quand bien même il serait vrai, il faut se rappeler que les Russes se sont battus à 1 contre 3, et aujourd'hui ils sont plutôt à 1 contre 2, ce qui veut dire que les pertes, c'est quand même des pertes effectivement très importantes du côté ukrainien. Bon, mais est-ce qu'on sait quand même, pour parler de ces opérations militaires, de ces morts, est-ce qu'on sait ce que sont devenus les bataillons les plus extrémistes de l'armée ukrainienne? On a parlé aussi de conseillers militaires, ou en tout cas de troupes mercenaires venus d'Europe occidentale ou des États-Unis. Est-ce qu'on sait combien de ces forces, quelle part de ces forces existe encore sur le terrain ou mène l'attaque sur le terrain? Alors, je crois que là, il faut dissiper un mythe. Ces bataillons, donc on parle de bataillons type Azov ou la Voie droite ou ce genre de bataillons que les Russes qualifient de néo-nazis, qu'on peut effectivement qualifier de nationalistes durs, et indéniablement ils récupèrent un certain nombre de symboles de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Ces bataillons-là, en fait, ne sont pas de bons combattants. Ça, c'est quelque chose qu'on observe déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, je vais faire la comparaison. Au départ, les Waffen-SS connaissent de très lourdes pertes dans les premières offensives auxquelles ils prennent part dans la campagne germano-soviétique, parce que ça n'est pas parce que vous êtes hyper idéologisé que vous êtes un bon combattant. Au contraire, il y a une sorte de compensation. C'est pas parce qu'on défile tous les soirs dans un bel uniforme avec des bannières et que ça fait vibrer le cœur que le lendemain on va savoir combattre la tête froide. Par exemple, ce qui s'est passé à Mariupol, c'est que les gens d'Azov ils s'étaient retirés et retranchés à cet endroit-là, et sur les médias sociaux ukrainiens, on leur a reproché de ne pas être sur le front beaucoup plus en avant. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'ils ont malgré tout une mission de commissaire politique. C'est-à-dire que on sait que les Ukrainiens, de plus en plus mobilisés, n'ont pas très envie de combattre, et on les comprend vu le taux d'attrition. Et aujourd'hui, l'Ukraine mobilise les hommes jusqu'à 60 ans. Bon. Et donc, ces bataillons-là ont un rôle de commissaire politique pour vérifier que personne ne prend la fuite, puisqu'ils sont sur place. Bon. Mais on dit qu'il y a aussi des régiments ou des troupes côté russe qui empêchent les soldats d'être déserteurs, de déserter. Alors, on a... De toute façon, je crois que là, il faut revenir à la bonne vieille histoire militaire. On ne connaît aucun pays dans l'histoire où l'intégralité d'une société ait été heureuse d'être mobilisée. Et toute mobilisation a une part de coercition. On l'a vu dans l'histoire de France, on l'a vu dans l'histoire... D'ailleurs, souvent, les pays ont des armées qui sont soit des armées de métier, soit des armées où on a des repris de justice, des gens qui n'ont rien à perdre et qu'on enrôle de force. La grande marine britannique, celle de Nelson, il n'y avait pas beaucoup de marins volontaires sur certains bateaux. Donc c'est quelque chose effectivement qui est courant. Ensuite, quel est le degré de résistance à la mobilisation du côté russe? On a vu beaucoup d'informations circuler du côté occidental. Il me semble qu'on est dans une norme historique, c'est-à-dire que quand une société est mobilisée, là c'est une mobilisation partielle, on a toujours 10 à 15% des gens qui résistent ou qui essayent d'échapper d'une manière ou d'une autre. Je pense que du côté ukrainien, on a un phénomène qui est plus fort depuis, en tout cas le printemps, depuis la fin du printemps, parce que, de fait, premièrement, les pertes ukrainiennes sont extrêmement importantes, et moi je suis extrêmement critique avec ces gouvernements de nos pays qui sont au spectacle, qui disent aux Ukrainiens « allez-y, battez-vous », mais enfin, la manière dont les Russes systématiquement détruisent avec leurs forces aérospatiales les casernes et les unités,
c'est une véritable boucherie. Donc, et ça, on encourage ça comme si la guerre c'était quelque chose de merveilleux. Et on fait ça, c'est pire qu'en 14, parce qu'en 14, malgré tout, ceux qui envoyaient les hommes au combat savaient où ils les envoyaient. Alors que là, on a une inconscience totale. C'est comme si c'était un jeu vidéo. Bon. Et là, il y a un taux d'attrition qui est très important. Il y a d'ailleurs eu une montée des pertes ukrainiennes ces derniers mois qui est extrêmement impressionnante. C'est là qu'on revient à ces bataillons, type Azov ou autres, dont un des rôles, c'est d'éviter la débandade. Ça, très clairement. Et alors, eux-mêmes, sur le front, ils ont beaucoup souffert, effectivement, lors de la bataille de Mariupol. Ils ont souffert sur d'autres points, si on regardait sur l'histoire de la guerre depuis 6 mois, en particulier dans le Donbass et puis dans la région de Kharkov. Aujourd'hui, on peut penser qu'ils ont connu de grosses pertes, même si elles sont difficiles à évaluer. Une évaluation personnelle, c'est que 50% de ces troupes ne sont plus en état de combattre après 8 mois de guerre. Donc on en déduit que les États-Unis se disent que les midterms étant passés, donc l'appel patriotique étant devenu secondaire dans la stratégie de Biden, les États-Unis se disent qu'il faut mettre fin au conflit. Concrètement, quels intérêts les Américains ont-ils retirés de cette guerre qui, quoi qu'on en dise, a été largement fomentée par la stratégie de provocation qu'ils ont menée vis-à-vis de la Russie sur le sol ukrainien? Alors, je pense qu'il y avait 2 moteurs. Le premier, c'était de pouvoir installer l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie en Ukraine. Il me semble que ça va être très, très compromis. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr que la Suède et la Finlande pourront de facto entrer dans l'OTAN vu l'opposition turque. L'Ukraine, c'est sans doute banni. Et puis de toute façon, ça ne serait pas la même Ukraine, parce que le Donbass, selon toute vraisemblance, restera du côté russe. Il y avait ensuite des intérêts économiques très forts. Là, sans jouer aux marxistes de base, mais quand on parle... Ça serait un rôle de composition. Voilà. Quand on parle avec des Ukrainiens du Donbass, ils vous disent que pour eux, le tournant n'était pas Maïdan. Le tournant, c'était les accords signés par le gouvernement ukrainien avec Chevron ou d'autres entreprises américaines en 2013 pour l'exploitation du gaz de schiste dans le Donbass. Et que c'est là qu'ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui commençait à ne pas tourner rond. Il y a des choses aussi qu'on ne dit pas, c'est que les géants de l'agroalimentaire américain ont acheté à peu près 1/3 des terres en Ukraine pour les exploiter. Donc, on peut penser que la négociation américaine, puisque c'est bien les États-Unis qui négocieront finalement avec la Russie, elle va être extrêmement pragmatique. Donc, le gaz de schiste dans le Donbass, faut oublier. En revanche, la perte d'une partie des terres riches de l'Ukraine, ça je crois que les Américains essaieront de limiter au maximum, mais il est vrai que par rapport à l'objectif initial qui était de déstabiliser la Russie, on va se retrouver plutôt dans une situation, si on parle en termes de partie d'échec, ça sera un pat. Peut-être, ou si la guerre durait trop, peut-être à l'avantage de la Russie, ça personne ne peut le dire aujourd'hui, bien malin qui pourrait deviner ce qui va se passer. En tout cas, les Américains vont devoir négocier et on connaît leur propension légendaire à lâcher comme des vieilles chaussettes les gens qu'ils ont encouragés à faire la guerre. Est-ce que les Américains en ont profité pour nous découpler des Russes, notamment en matière énergétique? Alors, il faut bien voir que quand on lit depuis une quinzaine d'années la littérature des think tanks américains, il y a une idée qui est quasiment obsessionnelle. Pensons par exemple à Stratfor, qui est un des grands think tanks qui compte sur les enjeux géopolitiques, découpler l'Allemagne de la Russie. Ça, je crois que c'est la ligne directrice de la politique américaine dans la région, et l'Ukraine est le bon prétexte. D'abord parce que, là aussi, je vais jouer un rôle de composition, mais les grandes entreprises allemandes se sont servis de la main-d'œuvre ukrainienne comme des sous-traitants de leurs sous-traitants centre-européens pour lutter contre la montée des salaires en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie,
Ils ont fait en sorte que leurs usines utilisent des sous-traitants ukrainiens pour combattre la hausse. Et ça explique qu'en fait, les Allemands n'aient pas su très bien comment s'en tirer. Et puis, le cœur des choses, on le sait bien, c'était le gaz russe. Et ça, on l'avait vu déjà sous Trump. Trump était d'ailleurs plus franc là-dessus, il le disait ouvertement. Biden, lui, a fait semblant d'accepter Nord Stream, et puis ça se finit comme on sait. Donc là, je crois que c'est vraiment un objectif américain. La question étant de savoir comment les Allemands vont réagir, parce que c'est quand même un monde qui s'écroule. Les États-Unis étaient une puissance bienveillante et protectrice. Pas sûr qu'on puisse dire ça à l'issue de la guerre d'Ukraine. Et d'ailleurs, Olaf Scholz s'est rendu en Chine pour essayer de trouver d'autres appuis pour l'économie allemande. Bon, écoute, on suit cette affaire et on espère que tu nous donneras d'autres éclairages sur l'évolution de la situation. Le conflit n'est pas fini, ça c'est sûr.